accueillir le professeur Jean-Michel Aupert, donc chef de service de nutrition ici même à la Pitié-Salpêtrière, qui va nous parler de l'activité physique après chirurgie bariatrique. Bonsoir à ceux qui sont là et bonsoir à ceux qui sont en distanciel. Donc voilà, pour finir la journée, on va revenir un petit peu à la nutrition. Donc pour vous parler d'un sujet un peu spécifique, donc qui concerne la chirurgie bariatrique et comment on pourrait optimiser peut-être les résultats en utilisant l'activité physique. Donc c'est l'opportunité aussi de vous parler d'un travail qu'on a fait récemment dans le cadre de la Société européenne d'études de l'obésité. Alors la chirurgie bariatrique, vous la connaissez, donc vous savez que les deux interventions les plus pratiquées actuellement, donc c'est le bypass en Y et la sleeve. Donc le bypass avec sa petite poche et l'anse alimentaire avec malabsorption, et la sleeve qui consiste pour le chirurgien à tubuliser l'estomac et donc à faire du sac gastrique un tube. Donc les 2/3 à peu près des interventions qui sont réalisées en France actuellement sont des sleeve gastrectomies, en sachant que le bypass est quand même l'intervention la plus ancienne, voilà, que la sleeve expose chez un patient sur 3 à la survenue d'un reflux gastrique avec parfois des œsophagites, un patient sur 3, et le traitement de cette complication, c'est le bypass. Alors la chirurgie, comme vous le savez aussi, on en fait vraiment beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ici, vous avez des chiffres, donc c'est une enquête qui est faite par l'Association internationale de chirurgie de l'obésité, qui concerne l'année 2018. Et donc, on peut voir que par an, il y a à peu près 700 000 interventions bariatriques qui sont réalisées dans le monde. Plus de 200 000 en Amérique du Nord, quasiment exclusivement aux USA, 213 000. 170 000 en Amérique du Sud, quasiment, enfin en grande partie au Brésil, où on fait beaucoup de chirurgie bariatrique et plastique, et environ 200 000 en Europe, avec pour la France, donc là c'est marqué 45 000, mais on sait que c'est entre 45 000 et 55 000 à peu près. Donc la France est le 3e pays au monde pour le nombre de pratiques de chirurgie bariatrique. La France est à peu près le 60e pays au monde pour la prévalence de l'obésité. Donc c'est quand même assez intéressant de voir ces chiffres. Alors la chirurgie bariatrique, pour le patient, c'est un chemin, un parcours clinique avec une préparation, une discussion, une intervention et puis surtout, bien sûr, un suivi, le suivi supposé à vie. Et vous savez qu'actuellement, d'après les données de l'assurance maladie, il y a seulement à peu près un patient sur 2 qui bénéficie d'un suivi après chirurgie bariatrique, ce qui est un problème, pour utiliser un mot faible, un problème sanitaire très très important. Le suivi, donc, c'est bien sûr le suivi médical, le suivi diététique, mais aussi sur le mode de vie en général et le suivi psychologique. Donc, dans le cadre du mode de vie, on peut s'intéresser à l'activité physique. Pour vous rappeler que quand on s'intéresse au mouvement humain en général, on peut identifier 2 grandes composantes. Une partie comportementale qui est plus spécifiquement vraiment l'activité physique et une partie plus physiologique qui a trait à la condition physique. Donc l'activité physique, elle est caractérisée par sa fréquence, son intensité, sa durée, surtout le contexte dans lequel elle est pratiquée. Et la condition physique, donc, elle a plusieurs composantes. Les plus connues sont la composante cardio-respiratoire, donc l'endurance, mais il y a aussi la force musculaire, bien sûr, la souplesse, l'équilibre, etc. Pour rappeler que la capacité cardio-respiratoire est un très fort marqueur de risque cardiovasculaire, aussi un marqueur de fonction en général, de fonctionnalité des personnes.
Alors, chez ces patients, ou chez les patients en général, on va être amené à évaluer ces différentes dimensions. Bien sûr, on va poser des questions. Quand on rencontre les patients, ces questions, a priori, elles sont dérivées de questionnaires d'activité physique. De plus en plus, on va utiliser des compteurs de mouvement. Donc, en recherche, on utilise surtout l'accéléromètre, qui est un petit boîtier avec un capteur qui va enregistrer l'accélération, c'est-à-dire l'intensité de l'activité physique au cours du temps. Et il faut savoir que l'enregistrement de l'activité physique par exemple, les smartphones ou les objets connectés repose sur cette technique d'accélérométrie. Et puis, il ne faut pas oublier l'évaluation de la capacité physique dans ses différentes dimensions. Par exemple, l'endurance, donc en général la capacité cardio-respiratoire par le test d'effort maximal pour mesurer la VO2 max, la puissance aérobie maximale, soit directement, soit par calcul. Et puis, sans oublier l'évaluation de la force musculaire. L'évaluation de la force musculaire, c'est bien sûr un paramètre majeur en nutrition, en particulier pour l'évaluation de la dénutrition. Alors, chez les patients qui ont une obésité sévère, on a, par définition, une augmentation du poids et de la masse grasse. Il faut se rappeler aussi qu'on a une augmentation de la masse maigre et de la masse musculaire. Le patient de poids 120 kg IMC 40, il est beaucoup plus musclé que le patient de 70 kg IMC 23. Associé à ces modifications de la composition corporelle, bien sûr, on a les comorbidités, l'augmentation de la morbidité, mortalité. Donc, quand on s'intéresse à l'activité physique, la majorité des patients, mais pas tous, en situation d'obésité, font moins d'activité physique dans la vie courante, atteignent moins les recommandations d'activité physique pour la population générale. Leur capacité d'endurance ou leur capacité cardio-respiratoire, elle n'est pas toujours franchement diminuée. Elle est surtout diminuée quand on la rapporte au poids, puisque effectivement on divise, le dénominateur va être très élevé, donc la capacité va être faible. La force musculaire, en général, elle est augmentée, d'accord ? En particulier du fait de l'augmentation de la masse musculaire. Par contre, quand on la rapporte au poids, elle est diminuée. Après une perte de poids conséquente, comme celle qu'amène la chirurgie, donc on va observer une diminution de la masse grasse. Donc pour rappeler aussi que la chirurgie est le seul moyen qu'on connaisse actuellement pour diminuer le poids de façon très substantielle et de maintenir cette perte de poids. Comme vous le savez, dans les études avec un suivi prolongé, la chirurgie amène à peu près une perte de 20% du poids initial à 20 ans. Donc ça, aucune autre méthode n'est capable de faire ça. La chirurgie amène à perdre de la masse graisseuse, c'est l'objectif. Elle amène aussi à perdre de la masse maigre et de la masse musculaire, ce qui est quand même nettement moins l'objectif. Elle améliore les comorbidités, elle améliore la longévité. L'activité physique habituelle, d'après les questionnaires, est très augmentée, mais d'après les compteurs de mouvement, pas beaucoup. Donc c'est une contradiction qu'on n'a pas encore réussi à expliquer complètement. La capacité aérobie, elle est plutôt diminuée, mais quand on la rapporte au poids, elle est augmentée. La force musculaire, elle est aussi diminuée. Ce n'est pas forcément un effet attendu ou souhaité. Par contre, quand on la rapporte au poids, elle est augmentée. Donc ici, c'est juste pour vous montrer quelques données chez des vrais patients. Donc ici, c'est un échantillon de 45 femmes qui avaient été étudiées avant et après un bypass. Donc vous voyez le poids initial, 114 kg. Après 6 mois, elles perdent environ 28 kg. Donc dans notre service, en général, après un an, il y a une perte de 35 kg. Donc à 6 mois, 27 kg. Diminution de 10 points de l'IMC, diminution de 20 kg de masse grasse, une diminution de 8 kg de masse maigre. Donc vous voyez que sur les 27 kg perdus, il y a à peu près un tiers quand même qui est de la masse maigre. La composition de la perte de poids, c'est aussi de la masse maigre. Ici, on avait une diminution de la capacité aérobie, donc mesurée avec un test d'effort. On avait plutôt une augmentation avec, quand on la rapporte au poids, mais cette augmentation, elle est vraiment assez minime.
Et puis quand on mesurait l'activité physique par des compteurs de recherche, on avait une augmentation à 6 mois de l'activité physique habituelle, mais vous voyez que ça correspond qu'à 7 minutes par jour en moyenne. Donc ce n'est pas non plus énorme. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir est-ce que l'activité physique peut nous aider dans le suivi des patients pour optimiser les résultats si on renforce ce qui est déjà obtenu ou observé de façon spontanée. Et donc, on s'est posé la question des bénéfices d'un programme d'entraînement sur les différents critères qui nous intéressent après la chirurgie pour éventuellement en dériver des recommandations sur l'activité physique ou l'entraînement après chirurgie. Donc c'est une revue systématique de la littérature qui a été faite avec une méta-analyse dans le cadre d'un groupe européen sur les effets de l'activité physique dans la prise en charge des personnes obèses en général. Là, c'était la partie sur la chirurgie bariatrique. Et donc, cette revue systématique a été conduite par Alice Belisha, qui est une personne qui a travaillé de nombreuses années avec nous et qui est maître de conférence en épidémiologie de la nutrition à Paris 13. Donc, on a fait une revue systématique sur les bases de données habituelles, en recherchant les études récentes, en incluant des adultes éligibles à la chirurgie et qui avaient participé à un programme d'entraînement, en incluant que les études contrôlées. Donc tous les patients sont opérés, on s'intéresse à la chirurgie et on compare des patients qui ont le suivi habituel à des patients qui ont le suivi habituel et un entraînement. Donc les opérations, c'était le bypass, la sleeve ou d'autres opérations. Et puis les entraînements, ça peut être un entraînement en endurance, donc des activités aérobies. Ça peut être un entraînement en résistance, donc c'est du renforcement musculaire. Et ça peut être aussi d'autres choses, en particulier de l'exercice de haute intensité avec récupération. Pour vous dire que la littérature a été fouillée dans son ensemble et que pour les interventions après chirurgie, on avait trouvé donc 26 articles et très peu d'interventions qui s'intéressaient à la situation avant chirurgie. Parce qu'on peut faire aussi un programme avant chirurgie pour essayer d'optimiser les résultats après chirurgie. Donc je vais vous parler plutôt de avant chirurgie. Donc en fait, on avait inclus 17 études. La plupart sont des essais contrôlés randomisés. La moitié de ces études concernaient le bypass. Je vous rappelle que c'est la sleeve qui est l'intervention la plus pratiquée actuellement. L'entraînement était le plus souvent combiné, c'est-à-dire associant de l'endurance et du renforcement musculaire. Ils étaient, dans la très grande majorité des cas, supervisés, avec une durée de 3 mois, qui débutait en moyenne 2 mois après la chirurgie, mais vous voyez, c'était entre 1 mois après la chirurgie et 2 ans après la chirurgie. Donc 1 mois après la chirurgie et 2 ans après la chirurgie, pour les patients, ce n'est pas du tout la même situation. Ce qui est important, c'est qu'on s'intéresse ici à l'entraînement, c'est-à-dire à un programme d'activité physique structuré. On ne s'intéresse pas aux conseils simples qu'on peut donner aux patients. Donc ici, vous avez, donc je vais vous montrer quelques résultats. Donc le premier résultat, c'est sur 14 études, la méta-analyse qui montre l'effet sur le poids, en comparant donc les études, enfin les sujets qui ont eu un entraînement et les sujets qui ont eu le suivi habituel. Donc il y a un effet significatif sur le poids qui est de 1,8 kg. Alors quand on fait un entraînement supervisé après chirurgie, on a un effet significatif sur le poids, mais de 1,8 kg ou de 2 kg. Donc c'est bien, c'est significatif, mais effectivement c'est très modeste comme effet par rapport aux 20 ou 30 kg que les patients auront perdu avec la chirurgie. Voilà, c'est une première constatation. La deuxième constatation, c'est que quand on regarde les effets sur la masse grasse, on voit qu'effectivement, c'est aussi à peu près 2 kg, un effet significatif en faveur de l'exercice. Donc l'essentiel de la perte de poids paraît être un effet sur la masse grasse.
Quand on s'intéresse à la masse maigre, donc le compartiment qu'on voudrait préserver, en fait, ici, c'est non significatif, donc, puisque ça croise la valeur 1. Mais quand on enlève les études qui avaient été réalisées dans la deuxième année post-opératoire, en fait, il y a un effet de plus 1 kg de masse maigre dans le groupe exercice versus suivi habituel. Donc ça, c'est significatif. Alors 1 kg de masse maigre, pour le coup, ça a un peu plus quand même d'importance que 2 kg de masse grasse chez un patient qui fait 114 kg. Mais cet effet quand même est modeste, et donc cet effet n'était pas retrouvé dans toutes les études. Donc c'est assez important parce que souvent notre discours est un peu schématique par rapport aux patients sur les bienfaits dont on est convaincu de l'activité physique, en particulier dans cette situation. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut les remettre en cause, mais il faut peut-être les relativiser un petit peu. Les autres résultats importants de cette méta-analyse d'Alice Belisha, c'est de montrer que l'exercice après la chirurgie a un rôle positif pour augmenter la capacité cardio-respiratoire, donc améliorer la condition physique, très fort marqueur de risque, en particulier cardiovasculaire, et de fonctionnalité. Donc ça, c'est un résultat très important. Il y a une augmentation de la force musculaire dans les études qui l'ont mesurée, et il y a une augmentation de la distance de marche lors du test de 6 minutes, qui est donc un test fonctionnel. Donc ces résultats-là, ils sont très importants. Ici, je vous montre un résultat d'une étude qu'on a conduite ici dans notre service, qui est une étude contrôlée, randomisée de renforcement musculaire après le bypass. Donc on avait 3 groupes. Un groupe suivi habituel, un groupe suivi habituel plus apport protéique, un groupe suivi habituel plus apport protéique plus exercice de renforcement musculaire pendant les 6 mois après l'intervention. Et le résultat, donc un essai randomisé contrôlé, on a inclus 76 patientes après le bypass. Et donc 6 mois après, en fait, le résultat principal, c'était que dans le groupe avec protéines plus renforcement musculaire, on avait effectivement augmenté la force musculaire. Par contre, on n'a modifié en aucune façon la variation du poids, de la masse grasse et de la masse maigre. Donc c'est intéressant. Souvent en nutrition, on raisonne en masse avec la masse grasse, la masse maigre, la masse musculaire. Là, ce qui est intéressant, c'est un résultat fonctionnel. Et puis, dans la méta-analyse, pour y revenir, il y avait quelques résultats, mais préliminaires, parce qu'ils ne concernent que quelques études, pour indiquer un effet potentiellement positif de l'exercice sur la densité osseuse. Vous savez que les obèses, les personnes en situation d'obésité, sont plutôt protégées de l'ostéoporose, mais que la chirurgie peut être source de fractures. Donc ça, c'est un résultat intéressant. Et puis ici, malheureusement, il n'y avait que 2 études qui avaient été incluses dans l'analyse sur le maintien du poids après chirurgie, qui semblent, sur ces 2 études, avoir plutôt un effet positif de l'exercice sur le maintien du poids après chirurgie. Mais compte tenu du faible nombre, c'est quand même préliminaire. Donc l'ensemble de ces résultats et de très nombreuses autres revues systématiques avec méta-analyse sur l'exercice et la prise en charge de l'obésité qui ont été faites en parallèle, ont été résumés dans un article qui a été publié donc, il y a quelques mois dans Obesity Reviews, qui a établi des recommandations à partir de ces constatations. Donc on a fait les choses de façon systématique. Et donc ici, les recommandations qui concernent la chirurgie bariatrique, c'est plutôt de recommander un programme qui serait basé sur une combinaison à la fois d'endurance et de renforcement musculaire, bien qu'en fait on ne puisse pas évaluer avec les données disponibles spécifiquement l'effet de chaque type d'exercice, parce que un programme d'exercice, comme on l'a vu tout à l'heure, permet d'augmenter la condition physique, d'améliorer la condition physique, ça c'est grade A, d'augmenter ou d'optimiser la perte de poids et de masse grasse, même si c'est relativement faible en amplitude, c'est grade A, et peut-être de préserver la masse maigre dans certaines situations, mais ça c'est grade C. Et donc on insiste beaucoup sur le fait qu'on ne doit pas attendre beaucoup plus
que 2 à 3 kilos de différence quand on ajoute l'exercice à la prise en charge habituelle. C'est vrai d'ailleurs pour la prise en charge des personnes en situation d'obésité en général. Dans une autre méta-analyse, en dehors de la chirurgie, on a aussi trouvé 2 à 3 kilos de différence quand on ajoute un programme structuré d'exercice. Et donc, ces recommandations ont été mises sous forme imagée, à la fois pour les professionnels, pour les patients. Donc là, pour l'instant, c'est en anglais, dans différentes autres langues. Ça va être bientôt traduit en français. Ça, c'est pour montrer le guide d'accompagnement par l'activité physique après chirurgie bariatrique qu'on a fait dans notre service et qu'on adresse aux patients, avec une patiente qui avait accepté de faire tous les exercices avec toutes les photos. Et puis donc pour finir, je vous redis donc que les programmes d'entraînement sont importants pour augmenter la condition physique, la capacité aérobie et la force musculaire, ce qui est bénéfique et potentiellement très important. Que ce qui paraît intéressant, c'est la combinaison d'activités d'endurance et de résistance, que d'autres données sont préliminaires. Je ne vous ai pas parlé des effets métaboliques, mais il n'y avait pas assez d'études pour pouvoir vraiment faire une méta-analyse. En particulier, après la chirurgie, on ne sait pas exactement à quel moment ça serait le plus propice pour faire un programme d'entraînement, parce que les études sont trop hétérogènes. Comme je vous ai dit, il y a très peu d'études avant chirurgie, donc ça reste encore préliminaire. Et puis de toute façon, cette prise en charge par l'activité physique, elle fait partie bien sûr d'un ensemble qui associe le suivi médical, les conseils alimentaires, le support psychologique, etc. Donc voilà, on était tout un groupe à travailler sur ces différents sujets. J'ai le plaisir d'être le coordinateur de ce groupe, de l'Association européenne d'obésité, dont j'ai été le président quand j'étais très jeune. Et puis, je voudrais aussi remercier les personnes de notre service qui sont plus spécifiquement impliquées dans les conseils autour de l'activité physique. Donc, pour les médecins, c'est Cécile Siangura, bien sûr avec Christine Poitou, notre enseignant en activité physique, David Pierrot, Valentine Lemoine, qui est notre arc sans laquelle beaucoup de protocoles ne pourraient pas se faire, et Alice Belichat, qui a beaucoup investi, qui s'est beaucoup investi et qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, en particulier sur ces revues systématiques. Voilà, merci. Merci beaucoup Jean-Michel. Il y a une question, Philippe? Oui, Jean-Michel, juste une question. Est-ce qu'il y a un timing de cette remise en place d'une activité physique après la chirurgie bariatrique? Est-ce qu'on sait s'il y a un impact si tu le fais, je ne sais pas, j'invente, 2 mois, 4 mois, 6 mois, ou trop tardivement justement? Eh bien non, parce qu'en fait, les études ont été faites à des temps tous très très différents. Et donc c'est difficile. Mais je pense que si on le fait trop tôt, de toute façon, on pourra pas, il ne faut pas avoir dans l'idée qu'on va contrer les effets de la perte de poids. La chirurgie ou les chirurgiens sont trop forts, quoi. C'est-à-dire qu'on va vraiment, la perte de poids, voilà, 35 kilos en un an, la perte de masse grasse, la perte de masse maigre, bah, on ne peut pas faire grand-chose sur ça. Par contre, on peut faire des améliorations fonctionnelles. Et probablement, ce qui serait vraiment intéressant, c'est à distance, dans la 2e année, la 3e année, est-ce qu'on peut prévenir la reprise de poids? Est-ce qu'on peut prévenir la récurrence du diabète? Ça serait intéressant. Mais pour l'instant, on n'a pas les données. On n'a pas de questions sur le... Oui, alors on va faire juste votre question et la vôtre, et puis après on va s'arrêter. Oui. Une question double. Premièrement, dans la vraie vie, real life, finalement, combien de patients après une chirurgie bariatrique font finalement activité physique dite adaptée? C'est la première question. Et une deuxième question, je ne sais pas si dans la revue là, de Obesity Review, c'est ça, le problème des problèmes psychiques, parce qu'on sait très bien qu'après la chirurgie bariatrique, il y a une augmentation des dépressions, des addictions, voire même des TS. Hein. Est-ce qu'on a des datas là-dessus dans ce cadre spécifique post-chirurgie bariatrique?
Alors, la première question, c'est combien de patients seraient physiquement actifs après la chirurgie? Non, ça, j'ai pas de réponse précise à ça. Bon, déjà, il y a 50% de patients qui sont perdus de vue par la CNAM, donc c'est quand même donc on ne peut pas répondre de façon précise à ça. L'expérience clinique, qui est totalement biaisée, montre qu'effectivement, les patients pour lesquels ça se passe bien, ils ont l'air d'être plus physiquement actifs. Mais voilà, on sait que le niveau d'activité physique a tendance à s'améliorer, ou en tout cas la condition physique, mais je n'ai pas de chiffres à te donner. Après, l'effet, donc est-ce qu'on pourrait analyser l'effet sur le fonctionnement psychique, c'est ça, et la qualité de vie après chirurgie bariatrique? Donc là, il y a quelques éléments sur la qualité de vie, donc, mais il n'y en a pas assez pour pouvoir faire vraiment une méta-analyse. Après, c'est vrai qu'il y a une augmentation du nombre de suicides après chirurgie bariatrique. Est-ce que l'activité physique a un rôle bénéfique? On peut l'espérer, mais je n'ai pas de données pour y répondre, quoi. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, indépendamment de la chirurgie bariatrique, dans une des méta-analyses qu'on a fait dans notre groupe, il y avait un effet extrêmement positif sur le comportement alimentaire. C'est-à-dire que l'activité physique était associée à un renforcement de la satiété. Ça, c'était vraiment intéressant. Juste deux questions par rapport à l'étude. Donc, quelles étaient les mesures de la masse grasse, enfin la méthode de mesure de la masse grasse et les apports protéiques pour les groupes de comparaison? Enfin, les apports protéiques, quels étaient-ils? Comment la masse grasse a été mesurée? Oui, par impédensmétrie, par... Alors, dans notre étude, c'était par l'absorptiométrie bioénergétique, parce que c'est la technique qu'on utilise. Et pour les apports protéiques, donc dans notre étude, ces apports protéiques, c'était des protéines de whey protéines, des protéines de petit lait, qui sont les protéines qui sont utilisées par les personnes qui font du renforcement musculaire, qui sont des protéines qui sont avec une accrétion musculaire importante, qu'on donnait sous forme de poudre 3 fois par jour. Et on a fait comme dans une étude médicamenteuse où ils devaient ramener les boîtes, comme dans un essai médicamenteux, on ramène les boîtes, et donc là, ils devaient ramener les cannes de poudre. Très bien, merci. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va terminer cette journée avec petit mot de la fin avec Monsieur Touraine. D'abord, évidemment, pour vous remercier, je voudrais faire passer 4 messages. Le premier, en bon français, Save the Date, 3 juin 2022. C'est la session du 30e anniversaire. Donc, on va essayer de vous faire un joli programme au nom de tout le comité scientifique. Pardon? Il y en a 2 par an. Ça fait c'est la 29e édition, mais... 14e année alors. Oui, puisqu'il y a eu le Covid. Donc, effectivement, il y en a 2 par an. Le premier vendredi de juin, le premier vendredi de décembre. Deuxièmement, vous allez recevoir des questionnaires de satisfaction anonymes. Vous nous les renvoyez. C'est important pour nous, pour qu'on sache finalement vers quoi il vaut mieux évoluer, etc. C'est très important pour nous. Vous les renvoyez sur une plateforme, il n'y a pas votre nom, etc. N'ayez aucune crainte. Mais pour nous, c'est extrêmement important. Le troisième message que je vais vous faire passer, c'est que si vous avez besoin d'une attestation de présence, certains l'ont demandé en arrivant, on peut vous faire ça par rapport à votre activité, notamment les libéraux, etc. N'hésitez pas à nous le demander. Quatrièmement, on va refaire le point, puisque vous savez que maintenant, il y a toute une post-vie à cette journée avec les replays. Et ça, c'est vraiment, il faut remercier Kera Médical, où vous allez avoir toutes ces présentations en replay. Et si vous avez des questions et des questions qui vous viennent à l'esprit, on a probablement décidé avec les différents orateurs que si on avait un certain nombre de questions, on pourrait faire un peu des micro-capsules autour d'un thème avec 5 à 6 questions-réponses par rapport à tel ou tel sujet. C'est pour faire vivre l'événement. Donc, mille merci à, je ne sais pas où ils sont, en France et au Maghreb et en Afrique subsaharienne. On compte sur vous pour l'année prochaine. Et merci encore pour tous vos efforts et merci tout spécialement à l'ensemble des orateurs et des modératrices, ce n'était que des modératrices, et à Aurélien notamment, et Maxime qui va bientôt partir quelque part à l'autre bout du monde. Mais bon, à l'équipe de Kera Médical en général. Mille merci, rentrez bien, passez de bonnes fêtes et j'ai envie de dire le mot classique, prenez soin de vous.